Bien le bonjour, chers amis. J'espère que vous vous portez bien et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert pour les nouveaux arrivants. Alors, bienvenue à cette émission culturelle qu'on pourrait qualifier ainsi. Alors oui, à chaque semaine, je reçois des gens créatifs et on discute de leur processus, de la façon de réfléchir par rapport à leur art. Et à la toute fin, ils vont me faire une prescription, même si c'est moi le docteur. Je n'en ferai pas, mais ils vont me donner des suggestions artistiques qu'ils trouvent intéressantes. Alors, c'est simple, très simple comme concept, mais ça amène une conversation. Des fois, les gens me disent est-ce que c'est une entrevue? Non, c'est une conversation. Je me permets aussi de parler de mes idées un peu. Donc, vous êtes juste témoin, finalement, d'un échange. Alors, voilà. Bienvenue. Si vous aimez le tout, je vous invite évidemment à nous suivre sur Instagram, nous suivre sur Facebook ou encore faire une petite appréciation sur Spotify, sur Apple Podcasts. C'est toujours très sympathique. Alors voilà. Aujourd'hui, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis plusieurs années. On a eu la chance de collaborer ensemble sur divers projets. Elle a une ouverture d'esprit qui est vraiment unique. Elle aime différents styles d'art. Évidemment, elle a un petit background de musique classique qui me touche beaucoup, mais aussi son ouverture vers la musique pop, mais aussi le théâtre la rend très unique. Elle se met souvent à risque et ça, je trouve ça cool. Elle a un nouveau projet qu'elle lance, un album solo, et on était là aujourd'hui pour en parler. Alors la voilà, l'artiste multidisciplinaire Émilie Laforêt. Artiste multidisciplinaire, après une formation en chant classique, la jeune Émilie Laforêt bifurque vers la musique contemporaine. De la scène musicale, elle glissera ensuite vers les planches théâtrales. Viendra le projet musical Forêt, nommé 2 fois au Gala de la Disque et 2 autres au GAMIC en 2013. Femme aux multiples talents, les années passent et se remplissent de 1000 engagements. Elle signera de nombreuses mises en scène, notamment pour les spectacles de Claude Pelgag, Paul Piché, Karim Ouellet et Elie Sapi, pour nommer que celles et ceux-là. Elle fera la programmation artistique de la Fête nationale à Laval, 2015 à 2020. Enseignera à l'École de la chanson de Granby, portera le projet fécond Une chanson à l'école de l'organisme culturel pour tous. Elle sera directrice de l'organisme Vue sur la relève et directrice artistique de l'émission Belle et Bomme. Au fil de sa carrière et de sa vie, elle a posé sa voix sur les chansons de Pierre Lapointe, Carquois et Philippe B. L'autrice-compositrice vient tout juste de terminer un disque où elle brillera seule. Mea Silva sortira le 9 février sur toutes les plateformes. Voici ma conversation avec Émilie Laforêt. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ben, je vais bien. Ouais? Oui, ça va bien. All right. C'est un mois plus morose, mais moi, je vais bien. Toi, tu vas bien. Ouais. Excellent. Oui, morose. Un automne un peu morose quand même en général. Là, c'est un peu une drôle de passe. Mais aujourd'hui, on va parler de choses plus joyeuses. On va parler d'un album que tu sors bientôt. Il y a quelques extraits maintenant déjà disponibles. Puis, pourquoi pas? D'habitude, je prends toujours le temps de mettre la table par rapport à tes autres projets, tout ça. On va en parler. Cool. Mais parlons du projet la chose, solo. Le projet. Là. Ouais. L'autrice, compositrice, interprète, ce long terme pour décrire quelqu'un qui a quelque chose à dire, si on peut dire ainsi. Ça fait combien de temps que tu es là-dessus? Combien de temps que tu travailles là-dessus? Mais
sais, pour être vraiment honnête, je peux dire genre 4 ans. Mais ça fait pas 4 ans que je suis là à composer toute seule chez nous. Plein, là, ouais. Non, vraiment pas. C'est surtout l'écriture que j'ai commencé beaucoup plus tôt parce que j'avais jamais écrit de ma vie. Même dans Forêt, c'est pas moi qui écrivais les textes, c'est Kim Doré. C'est vrai, oui, c'est ça d'ailleurs, mais on pourrait le mentionner, mais dans Forêt, vous étiez ce duo dans lequel vous êtes finalement une association avec une poète. C'est ça. Quelque chose qu'on voit pas dans le milieu de la chanson, pas vraiment. Non, c'est vrai. Je pense qu'il faut quand même gratter, fouiller pour en trouver des trucs de la sorte, mais vous c'était le fun parce que c'était complètement assumé. Tu sais, des fois, les auteurs ou les autrices sont un peu cachés derrière l'artiste, souvent. Ouais. Dans ce cas-ci, c'était non, on est 2 musiciens, on est allé chercher la plume. Il y a moi, puis il y a Kim. Tu sais, c'était vraiment un triangle de création. Puis moi, c'est parce que quand j'ai lu son premier recueil, Le rayonnement des corps noirs, ça m'a donné envie de faire des chansons, en fait. En lisant. Ouais. Je me disais, oh my God, des textes comme ça, on dirait que ça m'inspirerait de mettre ça en musique, tu sais. Fait que dans le fond, c'est comme ça que je l'ai approchée, je la connaissais pas pantoute, tu sais. Puis finalement, on a super bien travaillé, puis moi, on s'est envoyé des balles, tu sais. OK. Beaucoup. Fait que, tu sais, bon, c'est elle qui a composé. C'était pas des textes existants déjà. Non, c'était vraiment ça. Oui. Prêté au jeu. C'était vraiment de la co-création, honnêtement. Mais j'étais contente de bénéficier de son talent d'auteur. Là, c'est certain. C'était un cool projet, Forêt. Oui, c'était le fun. C'était un bel album. Tu sais, on a fait juste un. Ouais. Mais il était bon. Moi, je l'aime encore. Puis il y a encore des jeunes qui m'en parlent. Ah oui? Oui! Ça me touche. Ça, c'est le fun, ça. Ben, c'est vraiment le fun. L'autre fois, j'étais au Festival Triste, tu sais, puis il y a comme 2 jeunes qui viennent me... Ben, je dis jeunes parce que, tu sais, Frédéric, on vieillit. On vieillit quand même. Oh, mais tu sais, il y avait genre 22 ans. Ben, c'est jeune. C'est jeune. C'est l'âge de mes étudiants. Puis t'es comme, hey, t'es-tu la chanteuse de Forêt? J'étais comme, ouais. La chanteuse de Forêt. Je suis comme, ben oui, c'est ça. Puis là, il me dit, ben, j'aime ça, moi, Forêt, blabla. Puis là, je suis comme, mais t'avais quel âge, genre, quand t'écoutais ça? 13 ans, genre? Mais il dit, non, j'ai découvert ça il y a genre 3 ans. Je suis comme, OK, ça fait 10 ans. Ça, c'est l'affaire cool. On pourra chialer, là. On peut chialer tant qu'on veut contre Spotify. Évidemment, pour les droits d'auteur, tout ça. Mais cette plateforme-là dans laquelle tu vas commencer à écouter quelque chose puis que tout d'un coup, parce que tu as aimé quelque chose, ça va te suggérer ça, des fois, j'ai découvert tellement d'albums à cause de ça. Puis, mine de rien, l'algorithme de Spotify est plutôt très fort, très efficace. C'est bien fait, là. C'est pertinent. C'est pertinent. Donc, ça t'amène justement, souvent, il y a des gens qui écoutent Forêt, qui vont découvrir de cette façon-là. Puis c'est disponible partout, tout le temps. L'album vit encore. Tu sais. C'est comme plus vraiment autant éphémère que ça l'était avant de sortir un album, je pense. Vraiment? Ouais. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est... je me sens mal, mais en même temps pas, parce que, oui, je me sens mal pour vous qui écrivez, mais pas pour moi, interprète, parce que ma musique, elle est diffusée. Exact. C'est quelque chose que je rêvais qu'on n'avait même pas avant. Clairement. Mais, bref, donc, il y a encore des gens qui connaissent Forêt. Ça, c'est trippant. C'est ça. Et là, après, quand Forêt, c'était terminé, il y a une longue période où tu as fait plein de trucs, puis là, il y a ce truc-là, solo, que tu as décidé de te lancer, de faire ta chose, ta bébite à expression. Évidemment, dans toutes les procédures d'écriture, il y a ce qu'on appelle de la pré-prod, de la recherche un peu, la recherche sonore, savoir exactement où est-ce qu'on se dirige avec ça. Elle est où cette graine de départ? L'idée ou le concept ou la décision parce que c'est très vertigineux de faire ça. Ben oui, surtout quand je dirais surtout quand t'as genre 40 ans. Tu sais, mettons, quand t'as 21 ans, tu sors de l'école, tu veux faire ton album, mais décider de faire ça à cet âge-là, à 40, mettons, c'est... Mais surtout avec ton background. Tu fasses de la place. Moi, c'est plus ça, parce que c'est... Tu sais, on va en parler tantôt, mais tu sais, t'as fait beaucoup de mise en scène, t'as géré des artistes, des gens qui créent, t'as fait toutes sortes de trucs, puis c'est ça qui est le fun. Mais là, prendre le crayon, prendre le papier, puis décider de justement que ça allait être toi qui allait se mettre en position ultra fragile, parce que c'est tout le temps ça. Absolument. La graine qui a semé. Ouais, c'est quoi? Ben, tu sais, moi déjà, quand Forêt s'est arrêté, ça a été un immense deuil pour moi, là. Immense, là. C'était vraiment un arrêt qui m'a brisé.
vraiment, parce que j'avais beaucoup d'espoir en ce projet-là, puis j'avais investi énormément de moi là-dedans, puis d'ambition, en fait, quand même si elles étaient, tu sais, des ambitions relativement, tu sais, je m'attendais pas à être... Non, t'attendais pas à être Taylor Swift, là? C'est ça. Mais oui, ça a été un gros deuil. Fait que quand j'ai arrêté ça, c'est ça. Donc, comme tu dis, j'ai fait plein de choses, mais à un moment donné, tu sais, je me suis fait un nouveau chum, puis tout ça, puis à un moment donné, j'étais dans un souper avec des amis, puis Yann, il me fait juste dire comme ça, Yann, c'est mon chum, il me fait juste dire, ouais, ben moi, tu sais, je t'ai jamais entendu chanter sur une scène, tu sais, puis tout ça. Puis là, genre, mes amis ont fait, ah, t'as jamais entendu Émilie chanter sur une scène, tu sais. C'est bien bizarre. Quand même longtemps que j'en faisais. Puis là, ben, il était comme, ben non. Puis là, aïe, OK. Puis là, moi, j'étais comme, aïe, c'est fou. Si je fais rien, mettons, ça arrivera jamais. Mon chum, il me connaîtra jamais cette portion-là de moi qui existe depuis que j'ai comme... depuis tellement longtemps, en fait. Donc, tu dirais que c'est la faute à ton chum? Ben oui, je pense. Quelque part, un peu. Tu sais, tu dis, c'est quoi la petite graine, là? Ah oui. C'est vraiment ça qui a été semé. Parce que je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je retourne sur scène. Ça se peut pas. Parce que ça faisait combien de temps que tu étais facile à scène depuis Forêt? Oui. Wow, c'est quand même pas mal de temps. Ça finit en 2015, vraiment, tu sais. Ouais. Fait que Presque 10. Presque une dizaine. Ben oui, c'est ça. Ça fait un bout de temps. Ah, surtout sans perspective de revenir. Aussi. Tant que ça. C'est ça. Fait que c'est ça qui a été le début. Puis que là, j'ai commencé juste à écrire. Comme, je vais essayer d'écrire. Dans Forêt, je voulais rien savoir d'écrire, comme j'avais pas quelque chose à tant que ça que je voulais dire, tu sais. Là, j'ai commencé à écrire. Puis là, ça a été long. Avant que genre... Tu sais, avant, mettons, que je me fasse un petit peu triper là, dans une phrase. Toi, t'es pianiste? Non, même pas. Même pas, parce que t'es violoniste de formation? Ouais, non, je joue pas de piano. Mais comment tu fais pour écrire? Ben, là, je parle d'écrire du texte. Fait que ça a été oui, mais souvent, oui, mais le texte, est-ce que... OK, donc c'est juste écrire du texte? Je me suis exercée longtemps avant d'écrire des textes que je commençais à trouver qu'il y avait de quoi, là. T'sais. Pour une groove ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis après ça, oui, là, je m'assoyais au piano, mais je suis zéro pianiste, là. Ben, c'est ça, je me demandais, c'est justement... si jamais tu partais sur une chire d'accords puis que tout d'un coup... J'étais extrêmement limitée, mais, tu sais, mettons, je pouvais jouer 2 accords de suite, puis là, j'enregistrais, puis je jouais les autres, là. Parce que, tu sais, j'entends harmoniquement plein de possibilités, mais je suis pas capable de les jouer. Tu peux pas les exécuter. Tu sais, premièrement, toutes mes tunes étaient composées en Do majeur ou en La mineur. Ah oui. Parce que c'était comme plus facile à jouer. Ben oui. Puis, tu sais, je suis pas une instrumentiste, moi. Tu sais, comme, j'ai joué du violon, tout ça, mais comme instrumentiste, je me fais pas triper du tout, là. C'est vraiment comme purement utilitaire, là. Oui, je comprends. Pour composer. Fait que c'était ça, puis des voix. Fait que, tu sais, des voix que je superposais les unes les autres, là, harmoniquement, là, je pouvais trouver des pistes intéressantes. OK. Ouais. Donc ça, c'était le chemin d'écriture qui a duré un certain temps. Ah ouais, genre 3... ouais. Sur une période de 2-3 ans, là. 3 ans, OK. 2-3 ans. Ça, c'était... Là, tu t'es pas encore assise avec des musiciens, là, rendu là. Non, c'est ça. J'avais fait une demande en recherche et création. Puis là, je travaillais, j'essayais d'avancer mes tunes. Fait que mes textes avançaient en même temps, oui, comme tu disais tantôt. Que des bouts de texte, des bouts de mélodie, puis des choses que là, je construisais un petit peu ensemble dans live, là, Ableton Live. OK. Puis que là, j'enregistrais des petits bouts de ça. Puis là, j'allais chercher un petit son de synth par-ci, par-là, là. Vraiment... pour trouver des couleurs. Mais tu sais, j'avais pas de bass, j'avais pas de drum, j'avais pas... c'est fou, hein? Ben, donc, c'était ça ta pré-prod, là. Ouais, puis tu sais, c'était de la... Contrairement à plusieurs personnes, je pense, tu sais, j'étais pas genre là à jouer puis à composer. Ouais, non, c'est ça. Tu jammais pas. Non, j'écrivais des notes de musique, tu sais. Ouais. Parce que je viens du classique, fait que c'est comme contrepoint, tout ça. Fait que j'avais des feuilles de musique, là, puis j'écrivais des affaires là-dessus. Ben ouais. Ouais. Peux-tu expliquer le titre? Mea Silva? Ouais. Ouais. Mea Silva, c'est du latin qui veut dire ma forêt. Ma forêt. On retourne encore dans la forêt. Ouais, ben, c'est parce que là, c'est devenu la mienne, tu comprends? Ouais, ouais. Fait que forêt, c'était forêt. Puis, on dirait qu'il y avait comme une espèce d'affranchissement là-dedans pour moi qui était comme... que je voulais qu'il reste une trace de ça dans le titre de l'album. Puis, mentionnons quand même, c'est pas comme Forêt était le nom du projet. Ici, Mea Silva est le titre de l'album. C'est ça, c'est le titre. d'Émilie Laforêt. Puis, tu sais, je pouvais pas écrire genre
Ma forêt, Émilie Laforêt, là, c'est comme reviens-en, là, tu sais, un petit peu. Mais j'en suis pas revenue, mais ça paraît moins. C'est ça, exactement. C'est ça. T'en es pas revenu. De ton cher, non? C'est ça. Mais tu le vois aussi, c'est que le côté latin, il y a beaucoup d'anciens dans ma musique. Même maintenant, même la composition que je fais, il y a quelque chose d'un peu genre, même, il y a certains qui diraient médiéval, mais comme dans le sens un peu polyphonique. Il y a des sonorités dans l'album qui font un clin d'œil à ça, entre autres. C'est ça. Fait que pour moi, le latin, ça pouvait marcher. Ouais. Tu sais, il y a de la viole de gamme dans mon album. C'est ça, j'allais dire. J'allais exactement mentionner ça. Autant qu'il y a des effets électroniques, il y a toutes sortes de sonorités, dans laquelle tu as fait vraiment une belle recherche. Je trouve que c'est quand même cool. Avec les musiciens. Avec Mathieu, c'est surtout Mathieu Charbonneau qui a travaillé là-dessus avec toi. Mais quand la viole de gamme arrive, c'est surprenant. Toi, tu l'as reconnu? Ouais. Ben, moi, j'ai des oreilles. Ben là, t'as le passé. Ouais, mais j'écoutais, mais j'avoue qu'après, quand j'ai vu ça, je fais, voyons, qu'est-ce que c'est? Puis là, je suis allé fouiller dans les crédits, puis je dis, OK, alors Pierre-Yves Martel est là. Okay, et quand je faisais de la musique baroque, c'est un des instruments, je trouve, qui se mélangeait le mieux à ma voix. Ah oui? Ouais. Pourquoi? C'est comme un son très, très, très pur, très droit, tu sais, ça vibre pas, c'est très limpide comme son. J'avoue que t'abuses pas de vibrato. Ça, c'est quelque chose... Non, mais parlons des voix quand même, parce que, tu sais, dans les voix, c'est tellement un truc personnel, personnel pour l'appréciation qu'on peut avoir d'une voix. Ouais. Mais aussi personnel pour... puis là, je parle pas de classique. Je parle littéralement des autres genres créatifs. On va les appeler créatifs, pas pop. Ouais, c'est toujours difficile de pas dire les voix pop. Mais je veux pas dire pop, voix créative, c'est-à-dire une voix qui prend sa voix. Puis le moment où est-ce que les personnes savent leurs forces et faiblesses, et dans quel état et dans quel contexte leur voix est belle. Elle est la plus belle. Elle est la plus intéressante. Expressive. Et expressif, et c'est là que je trouve que c'est rigolo, parce que expressif, on l'associe souvent justement à une certaine forme de vibrato. C'est vrai, oui. Même en chant classique. Même en chant classique, exactement. Ouais. Alors que dans ton cas, ben, tu sais, pas que tu le renies complètement, mais c'est moins ça qui est défini. Tu vas justement avec quelque chose de plus concis, direct, qui manque pas de chaleur non plus, mais qui est droit. T'sais. Ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose de très... souvent, les gens vont dire que ça fait un peu chérubin ou... ils vont apparenter à ça. C'est ça. C'est comme une voix que je choisis d'être très, très pure ou très droite. Mais bon, je peux vibrer un peu de temps en temps, mais c'est vraiment choisi, en effet. C'est choisi. Puis quand tu choisis un son comme ça, c'est suite à quoi? C'est suite à toutes les expériences que tu as faites? Parce que tu sais, je sais que tu as fait beaucoup de musique contemporaine. Ça, c'est quelque chose quand même qui, je trouve, toi puis moi, s'il y a bien quelque chose qui nous unit, c'est qu'on a un peu le même genre de vie, dans le sens que on a cette espèce de formation classique, rigide, on pourrait dire. Et mais on a toujours une curiosité pour toutes les autres formes de musique qui nous entourent. Donc, puis plus qu'une curiosité, là, même. On se met les pieds dedans. Ouais, on se met les pieds dedans. Puis en même temps, c'est que ça t'amène à te définir toi-même par rapport à ça. Qu'est-ce que je suis par rapport à ça? Je suis un acteur ou je suis un admirateur. Ouais. Et là, dans ton cas, c'est ça que je trouve qui est cool, c'est que t'as décidé d'être une actrice, mais une interprète. Une interprète, et tu t'es mis les pieds dedans, mais justement, en gardant encore... Moi, quand j'entends la voix aussi, j'entends beaucoup le background contemporain, dans lequel tu prends des décisions. En contemporain, tu prends des décisions précises sur quelle nuance qui est écrite. Tu sais, tu suis un texte qui est à la lettre. Aujourd'hui, les compositeurs ont le privilège et le luxe d'avoir des interprètes qui sont capables de faire ce qui est écrit dans la partition. Oui, ou ce qu'ils te demandent ou ce qu'ils cherchent, tu sais, parce que des fois, on a la chance de travailler directement avec eux. Puis souvent, en musique contemporaine, les compositeurs, pas tous, mais la plupart aimaient beaucoup l'espèce de voix instrument que j'avais. Ouais, exact. C'est comme ta voix, c'est pas genre une chanteuse d'opéra. C'est comme c'est précis, c'est droit, c'est ça qu'ils aiment souvent. Mais quand est-ce que tu as décidé que ça allait être ce type de voix-là que tu allais avoir? En musique contemporaine ou en musique plus dans ton projet, dans tes projets? Ben, j'ai cherché, tu sais, honnêtement, pour vrai, là, pas mal plus que pas mal d'autres chanteurs, j'imagine. J'ai cherché, ça serait quoi ma voix dans la musique
dite plus pop. Parce que, tu sais, je veux dire, ma voix classique, je l'ai jamais trop cherchée. Je l'ai travaillée, je l'ai pratiquée. Mais en pop, là, j'étais comme, OK, mais je peux pas chanter genre en voix de tête de même, ça marchera pas. Il y en a qui le font, c'est bizarre. Oui, il y en a qui le font, puis ça peut marcher, mais moi, c'était pas heureux. C'était pas heureux. Ça marchait pas. Puis on cherchait Joseph et moi, hein, parce que Joseph, il m'a pas épargné. Là, mais non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ils sont là. Ouais. Fait que j'ai cherché beaucoup, puis c'est dans un endroit d'inconfort. OK. Que tu t'es trouvé. Presque, que j'ai trouvé le son qui m'intéressait le plus. Oh, OK. Ouais. Puis au début, quand je chantais, là, j'avais comme mal au larynx. Puis tout. Puis là, après, je me suis habituée à chanter comme ça, puis c'est plus du tout difficile, c'est devenu naturel, vraiment. Puis encore plus avec cet album-là, parce que mes mélodies vocales sont vraiment composées pour ma voix, plus que jamais. Dans Forêt, ben, je m'adaptais, tu sais, aux harmonies que Joseph trouvait, puis tout ça, les registres et tout. Là, je suis vraiment... Ma voix, c'est mon guide principal, tu sais. Fait que... Puis, dans le projet, en plus, tu es entouré de musiciens jazz et... pas juste jazz, là, quand même. Tu sais, jazz parce que je pense à Morgan Moore, ouais. mais qui fait toutes sortes de trucs aussi. Oui. À la batterie, Liam O'Neill. Ça, j'étais surpris de voir Liam... pas surpris dans le sens que dans ma tête, il fait toujours son projet. Tu sais, il est toujours parti en tournée, mais il est toujours parti avec Soons, il est toujours parti en tournée. Dans ma tête, il n'est pas disponible à faire d'autres choses. Ben, c'est ça. Ben, ça, c'est mon ingrédient dont je suis le plus fière d'avoir pu le récolter. Mettons, je suis fière de tous les gens qui ont travaillé avec moi, bien sûr. Mais Liam, c'est comme un petit ingrédient particulier là, que j'ai eu la chance de trouver grâce à la COVID. Ah oui. Ah, pour de vrai? Oui, parce que... Mais Mathieu Charbonneau le connaît parce que lui a joué dans Sounds des fois. Oui, comme participé. Et puis moi, j'ai dit que c'était un de mes drummers préférés. J'ai beaucoup de drummers préférés, là, mais pour mon album, lui, c'était un drummer qui m'attirait beaucoup. Puis je pensais pas y avoir accès, tu sais. Puis il est très cool, Liam. Super accessible en plus. C'est juste qu'il est tout le temps parti. Lui. Ah ouais, OK. Ouais, lui, il était en jazz à McGill. En même temps, mais c'était jazz, là. Tu sais, là. Bebop, toute la vieille école un peu de McGill. Ah, okay. Il arrivait de Vancouver, je pense. Ça se peut. Ouais. Puis ce qui est intéressant avec tous ces gars-là, un peu comme Ben Chimie, même chose, parce que ces gars-là étaient à l'université en train d'étudier le jazz, puis je pense qu'ils ont rapidement compris que juste vivre du jazz, c'est impossible un peu. Joseph aussi, hein? Ah oui, c'est vrai. Ben oui, étudiant en guitare jazz. Ces gars-là, oui, exactement. Ils ont peut-être pris une décision à un moment donné ou ils ont rencontré des gens, peut-être. Peut-être, je sais pas. C'est intéressant. Puis justement, lui, il a développé le Sounds, le band, mais aussi, il fait toutes sortes de projets pour vivre de leur art, finalement, parce que sinon, c'est super tough, là. Tu sais, jazz, là, moi, j'en suis encore... j'en reviens pas. J'arrive cet automne, j'étais à New York avec Molinari, on faisait un projet de collaboration avec Quentin Nashoff, qui est un saxophoniste jazz canadien qui habite là-bas. Puis lui, il a toutes les connexions. Il joue avec tout le monde. T'sais. Tout le monde. Puis là, c'est un gros projet. On est comme 15 musiciens. Puis il y a un tromboniste qui est là, qui est, lui, professeur dans une petite université à New York. Puis il dit ça, c'est un beau poste. Ça me permet de vivre. Puis il habite même pas. Il dit, j'ai une petite chambre que je loue ici, mais j'habite à l'extérieur de New York. Okay. Puis là, j'ai dit, les clubs là, de jazz, moi, je suis allé voir hier, on est allé à Smalls, c'est dans un sol, c'est Smalls. Oui. Il dit, t'es allé, c'est cool. Moi, j'y vais la semaine prochaine, je joue. Je dis, mais je dis, c'est toujours plein, il y a des line-up, il y a des touristes. Je dis, ça vous donne-tu un peu? Il dit, lui, c'est celui qui paye le mieux à New York, puis c'est $100 par musicien pour 2 sets. Ah non, mais c'est pire qu'ici, là. Ouais. Ils travaillent tous. Ils ont tous une autre job ou presque. 2 sets de 45 minutes. C'est les meilleurs. Ça, t'es à New York, là. C'est les meilleurs. T'es à New York. Ah non, je sais, les conditions sont extrêmement... Puis là, ça, j'ai dit, comment ils font, les gens? Il dit, il y a les vrais, là, ceux qui sont... Puis il dit, eux, ils vivent dans l'extrême pauvreté, puis ils font, je joue du jazz. Ils sont radicaux. Ça, tu sais, ils font ça, et ça te fait la tournée, ça te sortir. Ou sinon, évidemment, il dit, comme tu trouves un day job. Ouais. Il dit comme moi, j'enseigne, parce que sinon... Mais il dit vivre du jazz n'est pas vraiment une option. Non. Puis si ça ne l'est pas à New York, où est-ce que ça peut l'être, honnêtement? Ah, je sais pas, mais tu sais, je pense que peut-être qu'il y en a quelques-uns à Montréal qui ont réussi à se faufiler puis à avoir quelques gigs qui fonctionnent, mais même là, j'ai des doutes. Ben, tu sais, Yannick Rieu, mettons. Même là, Yannick doit faire d'autres choses. Oui, c'est sûr. Il faut, pour avoir un minimum, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est, c'est le jazz qui est tellement une musique magnifique et complexe.
créative comme ça n'a aucun sens. Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant avec le jazz, parce que ces gens-là ont une connaissance harmonique surdimensionnée, tu sais, parce qu'ils sont capables de prendre des sons puis d'en faire autre chose. Puis ils ont une aisance harmonique aussi. Ils maîtrisent le... Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, mais sauf que c'est dommage que cet art-là, magnifique et peut-être musicalement le pire pour vivre. Ouais. Il n'y a pas de structure économique pour soutenir ça. Non, il y a quelques clubs cool, tout ça, puis c'est bonne chance, puis faites ce que vous pouvez ou allez, puis tout ça. Ben, c'est vraiment... respect, en tout cas, si vous croisez des gens en jazz, donnez-leur un câlin, ils sont hot. Allez les voir jouer aussi, même si ça leur donne 2 piastres. Ouais, non, mais le pire, c'est... Ils sont tellement contents quand on va les voir. Mais toutes les soirées de jazz sont fun à Montréal. Toujours. T'sais. Moi, c'est une sortie que j'adore faire. Tu sais, que ça soit Dièse 11. Ben oui, Dièse 11 ou bien Upstairs. Il n'y en a pas 12 000, mais... Il n'y en a pas 12 000, mais... Ils sont le fun, ceux qui existent. Exact, exact. On est bifurqué pour ça. C'est parce que Liam, il a formé un de mes bands préférés qui est Soons. Ouais. Puis, j'ai eu accès à lui, c'est ça, je dis grâce à la COVID, parce qu'il était pas en tournée. C'est ça, il était ici. Fait que là, c'est là que mes musiciens j'ai fait une pré-prod avec mes musiciens. OK. 1 an avant d'enregistrer l'album, finalement. OK. Ouais. Comme ça que ça s'est fait. On a eu comme 3 jours. Moi, je pensais que ça serait long, puis Mathieu, moi, j'avais mes maquettes, puis je pensais vraiment que mes maquettes, là, c'était extrêmement embryonnaire. Pour moi, là, c'était comme... Je jouais tellement pas bien des instruments puis tout que j'étais comme, OK, ça va vraiment changer, évoluer. Sauf que c'était assez clair pour que les gens puissent prendre ça puis s'imaginer quoi faire avec. Ben, Mathieu m'a dit, ben non, genre, toutes tes lignes de piano préparées, tout ça, ça peut pas changer vraiment, ça. Puis là, il dit, ben on peut essayer pour voir, si tu veux, mais... Puis c'est ça, j'ai été... La première surprise, j'étais comme, OK, fait qu'on peut pas vraiment bouger ces affaires-là. On peut... étirer, tu sais, on peut genre créer des sections, tout ce genre de choses-là. Mais ce qui est composé doit être ça. Puis il m'a dit, faut rester près de toi. C'est ça qui rend singulier ce que t'as fait selon lui, là. Fait que moi, ça m'a dévoilé plus que j'aurais pensé. Mais finalement, à posteriori, je suis contente quand même. Mais je dis, c'est ça, je dis que c'est une huile essentielle de moi. C'est vraiment un concentré. Un concentré. Un gros concentré d'Émilie Laforêt. Ah, j'aime ça. C'est une bonne... Est-ce que tu imprimes l'album? Est-ce qu'il va... Oui, j'aimerais beaucoup qu'il sorte en vinyle. OK, cool. Mais tu sais, on dit ça maintenant, c'est pas juste pour être... C'est pas juste parce que c'est trendy, les vinyles, c'est parce que tant qu'à faire un album, tu te dis, j'aimerais ça avoir un objet matériel qui le matérialise, tu sais. Puis des CD, on n'en imprime plus. Non, c'est fini. Fait que les vinyles, on en imprime quelques-uns. Moi, j'ai juste imprimé, tu vois, mon album que j'ai fait duo contrebasse à touche, j'ai juste imprimé les pochettes. Ah oui? Pas de vinyle? Juste les pochettes. Les bouclettes, comme on dit, là. Les livrets. Okay. Moi, j'ai imprimé format CD, tu veux dire? Non? Oui. En format CD. Okay. T'ouvres, il y a un code, ça te dirige à l'album. Ah, c'est une belle idée. Comme ça, quand je me promène, je fais juste, hey, j'ai un disque, tiens. Comme ça, si de la pochette t'énerve, mets la récupération, je me sens pas mal. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, ben, c'est la première fois que je fais, même la personne qui l'a t'es certain, là, on va te faire 500 livrets. J'étais là. Je dis, je dis, regarde, puis. T'as peut-être trouvé un concept. Ben, on va en show, en plus, on finit le show, je mets une boîte. T'as quelque chose à te donner. Je mets une boîte, je fais, si ça vous tente, prenez le livret en sortant. Comme ça, vous avez le disque pour vous à la maison. C'est une bonne idée. Puis vous pouvez lire sur c'était quoi. Quand tu l'écoutes, tu peux regarder, mettons, une chanson, tu peux regarder les textes. Exact. Moi, c'est comme ça que je sors mes albums. Mais là, il ne faut plus dire disque, c'est tellement tough pour moi. Je dois le disque, non. Maintenant, les albums, moi, je vais toutes les. Parce que c'est pas des disques. Un disque, c'est physique. C'est pas des disques, c'est ça. vrai. Donc, mes albums, mes futurs albums vont toujours sortir de cette façon-là. Ah, c'est une bonne idée. Ben ouais. Mais moi, c'est aussi parce que, tu sais, j'ai travaillé beaucoup pour la pochette. Ouais. J'aime beaucoup la pochette. Je veux dire, j'ai mis beaucoup de travail dedans, puis j'en suis fière. Fait que j'ai envie de l'avoir dans un format carré un peu grand. Ben ouais, je comprends. C'est un objet d'art. Oui, c'est ça. C'est un objet d'art. Puis, t'as travaillé fort là-dessus. D'ailleurs, j'ai vu t'enregistrer au Treatment Room Recording Studio à Montréal. Je sais même pas c'est où. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est le studio à Gilles Castillo. Je connais pas. C'est là que Philippe Brault travaille tout le temps ou presque. Okay, un espace. OK, c'est le nom de cet album. Luc mixe beaucoup là-bas. C'était le studio de Plants and Animals aussi en bas. OK.
C'est un beau studio de musique où tu peux enregistrer live tout le monde ensemble. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, fait qu'on a enregistré tout le monde ensemble, sauf moi qui étais enfermé dans un petit local parce que j'ai refait mes voix toute seule après. C'est ça, exactement. C'est ça. Ce qui est la bonne technique. Ben, pour moi, c'était ce qu'il fallait. Là. Tout ton parcours, il y a pas beaucoup je connais pas tant de monde qui est allé dans toutes ces directions-là. Tu sais, admettons, tu as fait beaucoup de musique classique, scène classique, typique, qu'on connaît. Tu sais, as déjà participé même je t'ai déjà vu dans des chœurs, tout ça. Après, tu as eu des voix. T'en fais encore. Après, tu as fait des trucs plus contemporains. Ouais. Par après, bon, t'as fait ton duo. Après, de la mise en scène, ça, c'est intéressant. Ça, je veux en parler parce que c'est apparu un peu par hasard, un peu, la mise en scène. Il me semble que c'était comme, on te demandait un jour, veux-tu faire une mise en scène? Puis tout d'un coup, les gens, tout le monde venait te chercher pour régler des problèmes sur scène. Les aider à régler des problèmes qui n'avaient pas envie de régler seuls, en fait. C'est un peu ça. Tu sais, je considère pas mise en scène de musique comme un metteur en scène de théâtre, là. C'est autre chose. Tu sais, c'est vraiment presque de la mise en place ou de l'échange avec le chanteur ou quoi. Ou sinon, ben là, c'est un spectacle plus de variété, mais tu sais, je dis variété comme fête nationale ou, je sais pas moi, hommage à Lassa Dessella. Ben là, tu mets en place beaucoup de choses, par exemple. Là, tu choisis des chansons, des interprètes. Mais c'est souvent ça qui est arrivé dans ton cas parce que c'était des événements, justement des Saint-Jean, des trucs de la sorte où tu dois mélanger un paquet de personnalités ensemble, savoir comment bien les situer l'un à l'autre. Si c'est trop des personnalités fortes d'un coup. Qui te fassent confiance. Exactement. Lorsque tu leur demandes. Ça devient aussi ça de la direction artistique aussi, tu sais. Parce que tu choisis des chansons, tu choisis, tu sais, il y a beaucoup de choix quand même aussi. C'est pas juste dire à quelqu'un, tu rentres ici, tu sors là, on va mettre ces lumières-là. Tu sais, c'est ça. C'est un petit peu plus direction artistique comme travail, programmation aussi, tu sais, parce que tu choisis programmation, t'as fait ça gens aussi. qui vont être là. Tu choisis qui va être dans le spectacle. Puis c'est aussi parce que, tu sais, moi, j'avais la chance de connaître beaucoup de gens qui faisaient de la musique parce que mon Joseph, il jouait avec tout le monde. Fait que tout le monde me connaît un peu aussi. Puis j'ai eu mon projet. Puis pour une raison que je m'explique des fois quand même mal, mais les gens, ils me faisaient confiance, tu sais. Puis au début, je savais pas, honnêtement, là, je savais pas vraiment ce que je faisais, là. Pas vrai? Ben non, je veux dire, j'écoutais les demandes de, je sais pas, moi, Claude Pelgag pour la messe transfigurée qu'elle voulait faire à l'église. Puis j'étais comme, OK, peut-être qu'on pourrait ouvrir avec cette toune-là, ou j'amenais des idées. Mais tu sais, c'était très j'improvisais un peu selon ce que l'artiste semblait avoir besoin, tu sais. Ouais. Mais finalement, c'est un peu ça, ce job-là. Faut que tu sois à l'écoute des besoins. C'est pas comme le théâtre où le metteur ou le metteur en scène vont prendre les décisions finales bâton. Tu sais, va prendre... il sait ce qu'il veut voir. Exactement. Le metteur en scène de théâtre, il sait... Ben, en tout cas... J'ose espérer. Il va le savoir, en tout cas, en créant, tu sais. Mais moi, je suis au service vraiment de l'artiste, là. Oui. T'as un œil extérieur aussi. Oui. C'est ça. Tu sais, je peux l'aider à écrire ses textes. Je peux y conseiller quelque chose s'il a besoin de conseils. Je peux le rassurer aussi. Mais t'aimais ça, faire ça? Oui, j'aimais ça. T'en fais ça encore? Ben là, en ce moment, j'en fais plus depuis un bout, tu sais, depuis que j'ai commencé plus comme directrice artistique dans différents trucs. Ouais, Bellybum. Vue sur la relève. Ben, est-ce que tu fais encore ça, Bellybum? Non, c'est ça, je l'ai fait pendant 3 saisons, puis j'ai arrêté. C'était le fun? Oui. J'ai vraiment aimé faire. Ben ça, c'était vraiment nouveau pour moi, là. Ça, c'était gros quand même. Ouais. Parce que c'était beaucoup. C'était. Faire la direction, c'est ça, direct. Il appelle ça direction artistique. Fait c'est ça. C'est moi qui choisissais le contenu de l'émission avec mes recherchistes. Exactement. Puis là, c'est d'être à l'affût. Mais c'est quelque chose que jalouse un peu quand même. Pas tant pour la tâche que plutôt. Tout entendre. Tout savoir ce qui se passe. Être au courant. C'est une super bonne occasion. De tout. Là, il y a personne d'autre que toi qui peut avoir tant le pouls. Ben, en fait, je te dirais que les recherchistes, c'est les plus top, là. Eux autres, là, c'est... Les recherchistes, là, c'est incroyable tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils ils me feed, tu sais, dans le sens qu'ils me donnent, ils me présentent des affaires où ils me disent « Ah, cet artiste-là, il avait fait ça avec telle personne. » Ils connaissent comme un peu l'histoire de chacune des personnes. Puis c'est parce que chaque scène est super riche. Il y a comme
moi, j'aurais pas dire qu'il y a comme... Tout comme en humour, d'ailleurs, il y a le mainstream, mais il y a aussi toute cette espèce de scène underground. Oui, c'est riche. Mais qui est rendu gigantesque. Énorme. Beaucoup. Tu sais, genre, il y a tellement de sous-genres et de sous-groupes oui, et de riche, gangs. là. Il y a de la grosse qualité, là. Oui. Puis les gens sont capables de s'arranger autrement, puis il y a d'autres modèles, puis juste sur le web, tu sais. Il y en a il y a des artistes qui existent juste sur le web, mais c'est pas plus gros que du monde qui sont dans le vrai chemin qu'on connaît avec la disque puis tout ça. Puis... Oui. Donc, c'est un peu surprenant. Puis toi, t'as eu le droit, justement, de te balader un peu là-dedans. Ben oui, puis pour moi, c'était formidable parce que, bon, justement, comme tu dis, je découvrais toutes sortes d'affaires. Puis en même temps, j'avais de l'espace, tu sais, Normand, puis bon... Il est quand même super ouvert à la découverte, tu sais, il est curieux, il aime ça découvrir des affaires weird, tu sais. Oui, puis mine de rien, l'émission a donné la place à tellement de monde aussi. Oui, tu sais, puis je pouvais faire venir un bassiste de jazz fusion comme Carl Mayotte, tu sais, puis Normand était heureux, là, je veux dire, Carl, je vois pas trop d'autres émissions de télé auxquelles il pourrait être invité. Puis les musiciens, maintenant, sont rendus très reconnaissants d'une émission comme Bell & Bob parce qu'ils peuvent venir jouer leur musique. Oui, puis... Il y en a plus beaucoup des émissions où est-ce que tu peux jouer ta musique. Tu sais, mettons, en direct de l'univers, tu joues de la musique tu joues de pas quelqu'un. ta musique. Non, c'est ça. Pour quelqu'un qui est souvent pas ta musique. Mais je pose la question, quelle autre émission tu peux jouer de la musique qui est la tienne? Ben, j'en connais pas. Moi non plus. Non. Studio 12, ça existe plus. Non, à la télé, honnêtement, moi, je pense, faudrait demander aux recherchistes qui savent tout, mais je pense que Bell & Bob est la seule émission où tu peux venir jouer ta musique. Ouais, la musique que tu écris, la musique que tu pas avec ton band. Mais c'est la seule, c'est la seule concession qu'on te demande, c'est de jouer avec d'autres musiciens des fois, tu sais. Non, il y en a pas. Non. Il y en a plus. Non, fait qu'ils sont super contents d'avoir un objet visuellement beau aussi. Mais c'est fou, hein, tu viens de me le faire réaliser. Il y en a juste littéralement pas. Non, c'est la seule. Wow. Ouais. Ouais, ben c'est plate. Ben oui. Je trouve que c'est plate, là. C'est plate, mais en même temps... Tu sais, il y a de la radio, par contre. Il peut avoir un peu de radio, quand même. Oui, il y a de la radio. Mais même là, mais comme je... En tout cas, ça, c'est une longue conversation qu'on peut avoir, mais qui revient encore avec toutes les... Je pense que la presse ils en font souvent des articles, je pense, une fois par mois. Comment rajeunir le public de la radio? Comment rajeunir le public de la télévision? Moi, je pense que ça arrivera juste pas. T'sais. Non. C'est terminé. Là. Mais ma productrice de télé, d'ailleurs, elle me disait, la télévision est un objet rétrograde. Oui, c'est sûr. C'est pas quelque chose, en général, là, qui va évoluer. Là. Tu sais, tu peux pas rajeunir ton public en mettant une nouvelle saison de La Petite Vie puis une nouvelle saison d'un gars et une fille. Tu comprends ce que je veux dire? Non, puis c'est pas en faisant jouer un medley à un chanteur que tu vas le faire découvrir tant que ça par sa musique aux gens. Fait que c'est la télé est très... Moi, je trouve que c'est vraiment un outil de divertissement. Pour une certaine génération. Pour une certaine génération en plus. Fait que on n'est pas dans les beaux dimanches, là. Non, c'est terminé, ça. C'est fini, là, ce temps-là. Là. Pour l'instant, en tout cas, moi, peut-être des chaînes privées. Tes enfants, est-ce qu'ils écoutent la télé? Non. Ah, c'est ça, je pensais. Ils ont quel âge encore? Simone, elle a 17, puis Louis a 13. C'est ça, 17, 13. Mais tu sais, ils écoutent des émissions. Des trucs sur YouTube. Sur Netflix ou... Ouais. Mais ils n'écoutent pas la télé. C'est fou, hein? Non. Moi, la seule télé que j'écoute depuis que je me considère comme une adulte, là, des fois, ça a commencé avec la COVID, des fois, j'écoute le téléjournal. Les nouvelles. Les nouvelles, il reste quand même que les nouvelles. T'sais. C'est les nouvelles, là. C'est bon d'être à jour quand même sur ce qui se passe. C'est divertissant un peu aussi. Oh, divertissant? Ah ouais, tristement divertissant. Tristement, ça, j'allais dire. Me divertir autrement, on va te dire. Oui. Mais bon. Avec cet album-là vient la sortie qui va avoir lieu bientôt cette semaine. Est-ce que... vous allez faire un lancement? Oui, en fait, ce qu'on va faire, c'est... L'album va sortir de façon virtuelle, donc intangible, le 9 février. Puis le 13 mars, on va faire un spectacle. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est un spectacle lancement, en fait, on peut dire, parce qu'on va faire tout l'album. Là. Puis c'est parfait parce que vous laissez l'album vivre un peu tout seul, ce qui est une bonne idée. Ouais. Comme ça. Oui, parce que c'est avec qui je parlais de ça il y a pas longtemps. Avec Alex, il y a eu une émission, Alex Burger. Oui. Puis lui, c'était vraiment brillant, ça. Il a lancé l'album virtuellement un mois et demi avant le lancement physique. Mon Dieu, fantastique. Puis je suis contente d'avoir... Il dit, on a essayé ça.
quand ils sont arrivés à la Sala Rosa, c'était plein à craquer, les gens savaient tous les mots. Ben oui, c'est ça. C'était comme mythique, là. Tu sais, il dit, je t'arrivais là, il dit, c'était fou, là. Il dit, je comprenais pas. Puis les gens avaient eu le temps de vraiment l'écouter à fond. Puis tout. Puis là, les gens étaient heureux d'être dans un événement la première fois live du show. Je suis contente que tu me donnes ouais, ça me rassure d'entendre que ça a déjà été un peu testé, mais je pense que c'est la meilleure façon de faire. Parce que je ne comprends pas de lancer un album, de le jouer live dans l'inconnu. Les gens ont aucune association émotive, aucune. Non. Tu sais, ils sont dans l'inconnu. À part à toi, la personne qui est là. Mais sauf que là, tu lui demandes beaucoup, là. Les gens, ils ont des problèmes d'attention. Ben oui, constamment. quand même. Puis là, ils vont s'asseoir, puis là, c'est tout du nouveau stock. Là, tu lui demandes de vivre ça. Mais c'est parce que c'est un peu ancré avec comment c'était avant. Oui, je sais, mais c'est fini. Mais je trouve que... Il faut s'adapter. Je trouve que le modèle, il est vraiment cool. Maintenant, tu sors ton album, un mois plus tard, paf, tu casses la baraque, puis là, les gens ont déjà une appréhension, ont eu le temps de découvrir un peu. Ouais. Puis là, c'est meilleur tant mieux. Puis là, le band, ça va être quoi pour c'est le band originel, chose qui est exceptionnelle. Mais vous serez combien sur scène, par contre? Donc, il va y avoir Virginie Reed au clavier, au piano, au synthétiseur. Il va y avoir Mathieu Charbonneau au synthétiseur, direction musicale. Il va y avoir Morgan Moore qui va jouer la bass. Il va y avoir Liam qui va être là, ce qui est exceptionnel. Honnêtement, je pensais jamais qu'il serait disponible. Puis... Mélanie Belair qui a fait des cordes et arrangements aussi, qui va faire présence aussi? Je sais pas, peut-être pour une chanson ou je pense pas avoir un quatuor ou quoi, mais peut-être Mélanie elle va pouvoir venir, peut-être je vais avoir un invité comme Pierre-Yves ou comme Mélanie qui va apparaître. Ça va être une question aussi de choix, là, de budget. Évidemment, est-ce que l'idée serait de partir en tournée avec ça, essayer de booker des trucs? Ou... Honnêtement, je n'imagine pas vraiment faire une tournée là, au Québec avec ça, mais ce que j'aimerais, moi, c'est en faire quelques spectacles, événements. Oui. Tu sais, c'est plus comme ça que je le vois, comme peut-être dans un festival de musique où est-ce qu'il y a de la musique relativement audacieuse, là, on peut faire un show. C'est ça, peut-être quelques festivals, même si c'est pas une musique d'extérieur beaucoup, là, je te dirais. Oui, c'est ça. C'est vraiment une musique d'intérieur. Mais oui, il y a un spectacle. Tu sais, moi, dans Forêt, mettons, mon show préféré, c'était celui qu'on a fait ensemble. C'est vrai, j'oubliais ça. On a fait ensemble, on avait pris l'album de Forêt, pour y avait donné une dimension orchestrale, chambriste, un peu. On était, combien? Peut-être 12? 14, oui. Musiciens à l'usine C. Ça avait été vraiment une soirée vraiment particulière. On avait une espèce de décor au-dessus de notre tête. Oui, Max Soto avait fait des arbres à l'envers. Des arbres à l'envers. Il y avait une ambiance, puis c'était vraiment cool. C'était vraiment un beau show. T'as-tu ça quelque part? Oui. T'as ça quelque part? Oui, filmé aussi. Oh my God, ça, un jour, j'aimerais ça. Bien sûr. Revoir ça, puis ça fait longtemps, là. C'est 2013, ou je sais pas trop. Oui, 2014, je pense. 2014-2013. Non, ça, tu vois, c'est ça. Moi, ce type de spectacle-là. Événementiel, ouais. Tu sais, comme, mettons, je pourrais faire une version plus jazz de mon album, exemple, pour le off ou pour le festival de jazz avec des musiciens qui sont plus de cette école-là. Tu sais, mon envie, c'est comme d'utiliser le matériau de l'album pour pouvoir l'amener peut-être ailleurs, tu sais, faire un spectacle avec de l'électroacoustique, mettons. Oui, c'est ça. Tu sais, soit pas que la musique soit pas figée. Non, comme un terrain de jeu, un bac à sable un petit peu, tu sais. Oui. C'est une bonne idée. Ça me ressemble, puis je m'imagine plus faire ça que de faire de la tournée réellement avec ça. Puis de toute façon... Faire de la tournée, oui. Ça, c'est remplir quelle salle, là, tu sais, puis... Non, je sais. Puis c'est tellement coûteux aussi faire maintenant. Sortir les gens, c'est ça. Tu sais, tourner maintenant, là, même des gens extrêmement établis, là. Ah oui. C'est très coûteux, là, par rapport à l'argent. C'est très coûteux. C'est difficile aussi à promouvoir. Ouais. Les ventes de billets ne sont pas faciles, mais puis c'est répété constamment que les gens consomment différemment les billets. Puis, oui. J'aime bien en faire presque pas beaucoup, mais que ce soit un petit événement. Exactement. Ouais. Ah, ben, j'ai confiance. J'ai confiance en toi là-dessus. Hey, on va passer à la prescription. Oh!
Alors, Émilie, qu'est-ce que tu as à me proposer? Ben, une découverte que j'ai... Je vais y aller pour des affaires un petit peu... un peu particulière, mettons, je te dirais. Okay, parce que c'est toi, Fred, tu sais, on partage plusieurs intérêts mais tu musicaux. Je suis game, donc tu peux m'amener où tu veux en ce moment. Mon très, très grand coup de cœur, c'est une chanteuse, slameuse. Qui s'appelle Aja Monet. Aja Monet? Je sais pas comment son prénom se prononce, c'est A-J-A. OK, Aja. Aja Monet. Et c'est une chanteuse, une slameuse qui écrit vraiment de la poésie. OK. Et elle est accompagnée de musiciens jazz, mais comme vraiment free, là. Okay. C'est du free jazz et il y a des percussions, genre... La première tune, c'est comme avec une personne qui joue, je pense, c'est du djembé, mais ça suit tout le flow de sa poésie et ça supporte magnifiquement sa poésie qui est très forte, là. Très, très forte. Puis donc, ça s'appelle « When the poems do what they do ». When the poems do what they do. OK. Ouais. Ça, tu as découvert ça cette année? Ouais. OK. Ouais. Ouais, ça fait longtemps que dans le parc. Ben, cet album-là, c'est 2023. Là. OK, c'est mais vraiment je pense qu'elle avait commencé un peu avant, mais ça, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. OK. Ouais, ça, c'est vraiment... OK. Ouais. Comment tu consommes? Où est-ce que tu trouves justement un truc comme ça? Comment tu fouilles? En fait, j'ai pas ta curiosité, là. J'ai pas cette espèce de soif. C'est pas facile pour moi découvrir beaucoup d'affaires. Je suis pas très compulsive dans la découverte. Mais des fois, il y a des personnes comme un gars comme Michael Bardier. Quand tu partages la musique, je fais comme « Ah, ça, faut que j'aille écouter. » Parce que Qui? Michael Bardier. C'est qui, ça? Ben, il y a un festival de musique qui s'appelle Okela, puis il y a aussi une étiquette de disque. À Montréal? Mm-hmm, okay. Mais très, 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 très radical. Ouais. OK. Ouais. Et donc... c'est ça, fait que souvent quand tu partages un peu de la musique, moi, en général, c'est des découvertes que je vais être très heureuse de faire. Mais voilà, t'as ton go-to, t'as ta personne. Oui, j'ai une personne référence un peu. Ouais, mais tout le monde en a une. Tout le monde a une personne quelque part quand cette personne te dit « Salut, Michael, on se connaît pas beaucoup, mais... » Mais c'est ça! J'aime beaucoup ta musique. Mais c'est ça, mais quand ils partagent, puis c'est correct, puis c'est bon d'avoir des gens comme ça, là. Des personnes fortes qui vont te dire, puis que t'acceptes, puis c'est drôle parce que avant, il y a pas si longtemps, c'était les critiques. Ouais, c'est vrai, on se fiait. On disait, hey, moi, cette critique-là, cette personne-là, ben, habituellement, elle m'amène dans des beaux sentiers. Ouais. Mais on n'en a plus vraiment. Pas tant que ça maintenant. Ben, tu sais, il y a des blogs aussi qui peuvent nous aider. Il y a des blogs un peu. Tu sais, un blog quand même comme Pitchfork, je trouve quand même encore que tu peux aller regarder, tu peux faire des grosses découvertes. Mais même là, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, Pitchfork, c'est ce que je fais, ben, à la fin de l'année, ben, ça s'en vient, là, ils sortent tout. Les 40 meilleurs albums, machin, je sais pas trop. Palmarès. Puis là, je l'ai fait toutes. Moi, je l'ai fait toutes. Je l'ai passé, mais je sais pas qui est derrière ça. Je ne connais pas les individus. Non. Ça, c'est mais intéressant. Mais tu peux lire, par exemple, parce que Pitchfork, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux quand même aller lire. Tu peux savoir c'est qui, mais tu sais, aujourd'hui, le ou la critique super charismatique puis là, je fais des exemples, mettons, mais il y en a qui juraient par René Miroir ou ben des trucs comme ça, où est-ce que là, tu sais, t'avais un appel, OK, cette personne-là va m'amener sur le droit chemin, tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus réellement ça. Puis c'est justement, comme tu dis, là, t'as ta personne. Lui, c'est une personne. Puis c'est pas une critique, c'est juste un individu. J'aime ses goûts musicaux. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, tout le monde opère un peu de même, tu sais. Y compris moi qui regarde les blogs, les magazines. En même temps, j'ai 2-3 personnes c'est pas vraiment des musiciens, mais crème, à chaque fois qu'ils m'ont proposé un album, c'était tout le temps bon. À cause de ça, ben après quelques répétitions, tu fais, ben, je les crois. Ben, je vais le suivre, je vais regarder ce qui est. Ben ouais. Puis là, toi, t'as la tête. Il y a sa compagnie, tu sais, qui s'appelle Heavy Trip. Tu iras voir. Il y a toutes sortes d'artistes intéressants, là. Il a vraiment créé quelque chose de formidable. Ah ouais, OK. Ouais. Heavy Trip. Aja Monet, là, je te dis, va écouter ça. Cool. De la super belle poésie, très engagée, là, très militante, là. Mais vraiment, vraiment nice. Je pars-tu pour une autre affaire? Ah ouais, pourquoi pas. Excuse-moi, des fois, ben non, mais il faut déraper un peu, là, quand même. Oui. C'est ça qui est le fun. Ben, un album essentiel pour moi dont je ne peux pas me passer. Ben là, ça, c'est cool.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est Alexandre Tarot et Rameau. Ah ben oui. Son album, les nouvelles suites de pièces de clavecin 1728. C'est qu'il joue au piano, qu'il interprète au piano avec exactement. Toutes les articulations du clavecin, mais traduites pour le piano. Traduite pour le piano, dans laquelle il a pris des décisions justement pour rendre justice à ce répertoire-là dans un instrument qui n'était pas encore disponible. Oui, puis le fait qu'il la joue au piano nous donne un peu plus accès à Rameau. Parce que, tu sais, moi, mettons, écouter un disque de clavecin, je vais te dire que je peux pas, tu sais, comme... C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire souvent. Ouais, je peux comprendre. C'est un son très... Ouais, puis ça dépend de chaque personne. Puis aujourd'hui, mais aussi, par contre, si tu te mets à triper clavecin, il y en a. Ah non, il y a tellement du bon clavecin. Puis des bons clavecinistes aussi. Il y en a plein. Ben oui. Aujourd'hui, on a le droit à une diversité comme ça intéressante. C'est certain que toutes les tentatives qu'il y a eu dans le passé de prendre un répertoire qui appartient vraiment à une autre période, une période ancienne, et de traduire au piano, a toujours eu un succès. Ouais. C'est comme si tout d'un coup... découvrir du répertoire. Ouais. Ça ouvre une porte ou... Puis aussi, ça donne une chance, une résonance à ce texte qui ne l'avait pas tant. Ou qui est voué un peu à exister d'une seule façon. C'est comme du répertoire d'orgue, mettons. Exactement. On va pas souvent à l'église ou... Non, on en écoute peu chez nous. Exact. Puis donc, dans le cas de Rameau, c'est vrai que c'est chouette. C'est chouette que Alexandre Lévesque, il y en a d'autres aussi qui le font. Oui, il y en a d'autres, mais c'est juste que lui, cet album-là, c'est comme ça que je l'ai découvert, puis ça me faisait sourire parce que quand j'ai rencontré Alexandre Tarot, on était ensemble. On était ensemble, oui. C'est ça, oui. C'était dans une soirée où on était, puis moi, j'ai développé une amitié formidable avec Alexandre, puis d'ailleurs, il joue sur la dernière pièce de mon album. T'as pris un sampling? Non, j'ai envoyé la session, puis il l'a enregistré pendant qu'il enregistrait de quoi à Paris. Wow! J'ai été bien chanceuse. Quand même le fun, ça. Oui, c'est vraiment le fun, puis ça fait une pièce qu'on va pouvoir jouer ensemble s'il vient ici. Ben oui. Ah non, puis c'est au-delà de ça. On l'a reçu à l'émission, d'ailleurs, Alexandre. Ah oui? On l'a reçu. Ben oui, ça donnait un bel épisode, puis il joue du piano comme il l'est. T'sais, sa personnalité se reflète extrêmement bien dans son piano. Ouais. Il y a des gens qui sont comme un peu psychopathes puis qui jouent magnifiquement bien, mais qui dans la vie sont terribles, odieux et Alexandre horribles. Est tellement un être tellement gentil, tellement agréable. Mais c'est ça, donc le son qu'il produit est vraiment lui. C'est vrai, Ça, c'est surprenant. Puis genre, tu sais, il y en a qui vont se cacher dans l'art, mais lui, il se livre. Il se livre, comme il se livre. J'ai travaillé avec lui pour un concert hommage à Barbara, tu sais, puis il y a comme un amour pour Barbara. Puis c'est vrai que dans sa façon de le jouer, on sent ça très fort. Oh oui, il n'y a pas de frime. Il n'y a pas de frime dans son jeu, dans sa façon d'aborder le piano. Puis, évidemment, si vous êtes curieux, en plus, pour Alexandre, bien sûr, il a publié... des tonnes de bons disques. Là. Oui, et des livres aussi. Oui, son livre « Montrez-moi vos mains » formidable. C'est un pianiste un pianiste concertiste qui joue il est toujours seul. Oui. Il voyage partout, puis il est seul parce que c'est un pianiste concertiste. Oui, oui. C'est une drôle de vie. Oui, c'est vraiment une vie fascinante. Oui. Ouais. Puis il y a une autre chose dont je voulais te parler que tu connais peut-être par contre. Est-ce que tu as entendu le premier single de Erika Angel? Oui, mais là, elle sort un nouvel album sous peu, là. On sort presque nos affaires. Elle sort son album la veille de mon spectacle, je pense. OK. Ouais. OK. Et donc, Dress of Stillness, qui vient de sortir, moi, avec le clip en même temps aussi. Peut-être qu'on va juste mettre juste expliquer qui est Erika Angel. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est la chanteuse aussi d'un duo que je nomme toujours Das Owls. THU S OWLS. Voilà ça. Das Owls qui était un projet avec Simon Angel. Simon Angel. Guitariste émérite. C'est ça, qui avait joué pendant longtemps avec Patrick Watson. Et finalement, qui a quitté la formation de Watson pour partir son propre truc avec sa femme, avec sa fiancée maintenant femme. Et qui donne et si vous êtes curieux, Das Owls, c'est super trippant. C'est une chanteuse exceptionnelle. Elle vient d'où encore? Elle vient de Suède. Ou de Suède, c'est ça. Attends, c'est ça. J'espère que je me mélange pas de scandinave. C'est Suède. C'est ça. Et ça fait peut-être quoi maintenant, une dizaine d'années qu'elle est en territoire québécois. Ouais. Et qu'elle roule sa bosse musicale à sa façon. Ouais.
C'est une voix. Elle prête sa voix à différents projets aussi. Oui. Mais là, son album solo, c'est drôle parce que j'en parlais avec Simon, son chum, que je croise souvent dans des spectacles. Oui. Et puis, Simon est très drôle, puis il me dit « She's better without me ». Ah oui, OK. Il l'admet. Il trouve que ce qu'elle fait, c'est meilleur quand il est pas là. Ben, c'est quand même drôle. C'est très humble quand même aussi. C'est humble, mais moi, j'ai écouté cet extrait, évidemment, moi, j'ai trouvé ça très bon. Je suis curieux de voir la suite. Moi aussi. Toi, t'as pas eu accès à la suite? Ben non. OK, je me demande. Peut-être t'aurais eu droit à une primeur ou quelque chose. Ouais, mais ça. Non. Je me garde le plaisir. Le momentum. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon de... Mais dans les... Oui, c'est ça, mais tu vois, ça va être un album qui va être intéressant. Encore une fois, quelqu'un qui est original. Puis dans l'univers de Dust Halls aussi, c'est déjà particulier. J'ai de la misère un peu à le qualifier, ce band-là, parce que c'est un peu expérimental en même temps. Il y a un côté jazz, il y a un côté free jazz aussi. Il y a un côté, tu sais, on entend quand même un peu Nick Cave, on entend du post-punk, on entend toutes sortes de choses là-dedans. Non, c'est très joli. Ouais. C'est très, très beau. Cool. Y a-tu d'autres choses qu'on oublie? Des fois qui te sont en tête, ça, t'as le droit de dire un film, t'as le droit de dire un resto, hein, t'as le droit de dire... Ouais, mais je me suis dit, je vais rester dans la musique, parce que j'avais tellement de choses que j'avais envie de partager. Ben oui, je comprends. Le dernier album de Arvo Pärt. OK. Qui est sorti. Oh! Ah! Ça, je savais pas. Tractus. Ouais. OK. Je sais pas si... Ouais, Tractus. Je connais pas. Il est sorti comme en 2023, je pense. OK. Et c'est juste parce que moi, je suis une grande fan d'Arvo Pärt, quand même. Puis Arvo Pärt. Ouais. Et là, cet album-là, c'est des compositions, des nouvelles compositions, tu sais. Il y a 88 ans. Oh non, ça c'est très cool, par contre, là. Tu sais, pour moi, là, 88, et on en sort un nouveau, des créations. Qu'est-ce que tu trouves qui est différent dans ce cas-ci, mettons? Ben, je trouve pas ça si différent de sa musique. Tu sais, on est dans le même univers extrêmement élevant, si je puis dire. Okay. C'est très élevant, c'est la musique sacrée, souvent. Parce que ce l'est encore, c'est ça. Oui. On retrouve, tu sais... Je pense qu'il n'a pas perdu la foi, même à 80. Des degrés, l'abbé Agathon, This World Veni Creator, Wisdom, Root of Jesse, Key of David. Bon, tu sais, encore, la religion est encore très présente. Dominante. C'est un compositeur estonien. Oui. Enregistré avec l'orchestre de chambre philharmonique d'Estonie aussi, donc quand même. Puis c'est juste, ça m'amène... Moi, j'aime ça, m'évader. Okay. La musique, j'aime ça pour m'évader. Ben, tu vois, je vais le prendre, je vais l'écouter tantôt. Ah oui, il y a des très belles pièces. Je veux dire, je peux pas nécessairement dire que c'est un chef-d'œuvre nécessairement, mais il y a des très belles pièces à moi, j'allais dire fin de vie, c'est un peu cruel parce que mais moi je suis toujours un peu curieux de ça justement, de ces gens qui tu sais, comme dans les dernières fois dans les compositeurs comme Penderecki, tu sais, nous, on a enregistré l'intégrale. Puis ce qui est super intéressant, c'est comment ces premières œuvres des années 60-70, super bruitisme, provocateur, tout ça. Puis plus le temps avance, puis plus il retrouve la tonalité, il se rapproche de la tonalité, et il devient, à la fin de sa vie, c'est des œuvres carrément religieuses. Ah ouais, OK. Donc, le Dieu... Il y avait l'absence de Dieu, et là, Dieu est revenu à la fin. Ça, je trouve ça toujours super intéressant. Mais c'est un parcours de vie. Aussi. C'est un parcours de vie, tu sais, mais de l'intégrer dans tes œuvres, moi, je trouve ça fascinant. Ouais. Alors que des fois, d'autres, c'est le contraire. Hein. Ils ont commencé avec un langage... Moi, je pense beaucoup à... Parce que prochainement... il y a le film Maestro. Sur Leonard Bernstein. Ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai très hâte. Et Bernstein, tu sais, il y a toutes ses conférences sur YouTube, ces conférences qu'il donnait à l'Université Harvard, qui est comme, pour moi, toujours un plaisir à écouter, dont il en fait une sur Schoenberg, et quand Schoenberg a quitté la tonalité, c'était ça, parce que Schoenberg avait le poids lourd d'un post-romantisme tout avait été assez poussé, ouais, c'est ça, puis il savait plus quoi en faire, puis et dans son quatuor numéro 3, oui, je crois, ou 2. Ah, là, je peux pas te corriger. Dans lequel il y a une chanteuse qui arrive à la toute fin du quatuor, et là, la chanteuse commence à parler en Sprechgesang, genre? En allemand, elle exprime « Je quitte cette terre, je m'en vais sur un nouveau terrain. » Tout ça, puis c'est cette pièce-là, c'est ce moment-là qu'il accueille le dodécaphonisme. Un nouveau terrain, une nouvelle terre, je peux respirer. Oh my God, faut que j'aille voir ça, je connais pas ça. C'est insane. C'est insane.
Puis même, tu sais, tout est tonal, puis tout d'un coup, paf, là, les accords, là, et là, il en met juste un peu pendant quelques moments là, à la fin. Puis là, et ça, c'était la césure, c'était ses adieux. Ses adieux à la tonalité. Telle qu'on la connaît. Telle qu'on la connaît. Ah, wow, puis ça, comment Bernstein l'explique, il est au piano, puis il en parle, il y a les larmes aux yeux. Ah non, c'est débile. Ça, c'est un moment. Ça, tu t'écoutes ça, puis après, tu vas écouter le Schoenberg, puis c'est magnifique. Mais le voir, l'expliquer, puis il fait... comment Schoenberg avait réussi à intégrer ça. Mais tu vois, c'est encore une fois, c'est le parcours d'une vie, c'est comment quelqu'un réussit à c'est pas renier, c'est ses origines. C'est comme il dit, transfiguration. Exactement, c'est comme ça. La nuit transfigurée. Ah ouais, c'est ça. C'est une transfiguration. Transformation. Ouais. Moi, j'adore ces histoires-là, ces parcours-là. Ouais. Puis dans le cas d'Arvo Pärt, c'est pour ça que je suis curieux de l'écouter, mais je connais bien quand même l'œuvre d'Arvo Pärt, puis de voir que justement, il a continué à écrire, est-ce qu'il s'enfouit, ou est-ce qu'il trempe dans le maniérisme de ses propres trucs? Tu pourras me le dire. Moi, c'est juste que, j'avais pas envie d'une révolution. J'étais juste contente d'entendre des nouvelles pièces d'un homme de 88 ans, puis ça me touche énormément. Oui, puis c'est la même chose avec le cinéma. Hein. Tu sais, comme là, il y a le nouveau film qu'il faut que je vois absolument de Denis Arcand, que je suis vraiment curieux. Oui, je l'ai pas vu. Je suis super curieux. Tu sais, il est passé à Stéphane Bureau, où est-ce qu'il parle justement de tout ça, puis le regard d'un homme de cet âge-là, un historien, c'est un historien de Denis Arcand, puis comment il parle un peu de ses œuvres du passé, présent et futur, parce que l'œuvre s'appelle Testament, mais pourtant il dit que c'est pas son dernier film. Tu sais, il y a comme quelque chose qui est curieux d'évoluer à travers toutes ces années-là. Bref, anyway, je vais en parler. J'irai écouter ça. Je peux te recommander une peintre aussi pour terminer. Ah, chaud, vas-y. Je sais que t'aimes les peintres aussi. Oui, beaucoup. Est-ce que tu connais la peinture d'Élise Lafontaine? Zéro. Élise Lafontaine? Oui. OK. Montréal? Quelqu'un d'ici? Montréal. Ou du coin? OK, parfait. C'est la sœur de Frank Lafontaine. OK, musicien. Et c'est une peintre que j'adore. OK. J'aime beaucoup son travail. Ouais, ça m'amène à l'extérieur de la réalité. EliseLafontaine.ca, vous pouvez aller voir toutes ses œuvres, vous pouvez même ses contacts si vous êtes intéressé. Oui. Et OK, c'est très joli. Très, très lumineux. Très féminin aussi, très lumineux. Ces choix de couleurs sont... J'ai l'impression que l'inconscient vient me chercher quand je regarde sa peinture. Puis il y a aussi un livre avec d'archives qu'on peut se procurer, des textes qui expliquent cette démarche. OK, j'irai voir ça. Élise Lafontaine. Wow! Hey, merci. Ben moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux artistes visuels en plus, donc c'est parfait. Bon, ben écoute. Puis toi? Moi, j'en ai une recommandation pour moi? Une recommandation, c'est une super question. Moi, en ce moment, oui, j'en ai une pour toi. Oui. Tu sais, moi, j'ai un drôle de rapport avec la musique, dans le sens que je suis constamment en train d'essayer de trouver des nouvelles affaires, mais je demeure très fidèle à des artistes dont j'étais passionnément amoureux dans le passé. Oui. Puis j'essaie quand même de rester à jour. Étrangement, Weezer, je vais souvent scroller pour voir s'ils n'ont pas quelque chose de nouveau. Puis ça, c'est mon adolescence. Wow. Parfait. Mais, et j'en manque pas un. On dirait que j'ai comme un devoir... De fidélité, de loyauté. Ouais, parce qu'ils m'ont marqué fort. Alors moi, je continue à suivre ce qu'ils font. Or, il y a quelques mois, Beyrouth a sorti un nouvel album. Oui. Tu sais, puis Beyrouth, moi, c'était Cégep, là. Oui. J'écoutais sur Cégep. J'adorais ça. C'est une autre époque. J'étais un autre individu. C'est vrai. Puis Beyrouth, j'ai été touché par cet artiste-là il y a longtemps. Mais j'ai toujours écouté ses disques quand il sortait. Puis là, il y a eu une grosse pause parce que lui, il a fait une espèce de dépression. Il y a un magnifique message si vous allez sur Facebook sur la page de Beyrouth dans laquelle il explique en long et en large que il a commencé à faire des crises de panique en chantant sur scène et qu'il s'est tourné vers l'alcoolisme pour essayer de régler ça. Ça n'a pas fonctionné évidemment. Après, il a pris 1 an de pause de show. Il arrêtait de voir, penser que ça allait revenir. Non, c'est pas revenu. Les crises, c'était très, très, très long. Donc, longue pause. Et là, il arrive avec cet album qui s'appelle Adsel, dans lequel l'orgue domine l'instrumentation. Oui. L'album s'ouvre avec l'orgue. Et l'orgue est
présent du début à la fin, tout comme l'accordéon. Alors, on a quand même ces textures-là qui l'accordéon est toujours présent, mais l'orgue domine. Ouais. Moins de percussion, on est plus dans la poésie, on est plus dans un long étalage, c'est plus vaporeux. Comment tu l'écris, Hadsel? Hadsel, H-A-D-S-E-L. Et c'est son... Et Beyrouth, c'est son dernier album. Moi, je le trouve... c'est minimaliste. Oui, minimaliste, très, très beau. Évidemment, encore une fois, quand on écoute ces albums-là, ces artistes-là que je connais depuis longtemps... leur vocabulaire, je le connais, donc c'est pas vraiment mystérieux, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Un peu comme cette année, un de mes albums préférés, c'est quand même Sufjan Stevens, Javelin. Mais il réinvente rien. Mais il est rendu là, il a envie mais ça demeure très expressif et touchant pour moi. Puis en plus, dans le cas de Sufjan Stevens, il retourne en plus avec ses racines religieuses et protestantes que j'aime beaucoup. Profonde. J'adore quand il se retourne vers la Bible. Puis qui la massacre un peu, la passe dans le tordeur. La revisite, ça, j'aime ça. Donc, tu sais, un third Portishead, tu sais, après 10 ans d'absence, Portishead qui revient avec un album, ou PJRD qui revient. Ils vont revenir avec un album? Non, mais là, avec le third, moi, c'est une de mes influences principales pour ma musique. Qui était sorti, je pense, en 2010, quelque chose comme ça. Mais tu sais, après combien d'années d'absence? Là? Il y en avait fait 2, il y avait très, très longtemps. Fait que des fois, les artistes qui reviennent comme ça, c'est vraiment très bon. C'est bon, c'est fort. Sinon, il y a ça. Sinon, non, c'est pas mal ça, moi. C'est ça qui m'habite en ce moment. Donc, voilà. Cool! Hey! Un réel plaisir de te voir. Très contente de pouvoir te voir aussi. En vrai, ça fait un bout. Ça fait longtemps. Ça fait un bout. Puis, écoute, bon lancement quand viendra le temps. Tout le monde, allez écouter l'album, mettez-le-vous dans les oreilles, puis après, allez le voir live. Ben oui. Voilà. Bye! Bye! Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.